Bon, bah, bonjour à tous. Merci, merci de cette invitation. Alors, je vous préviens tout de suite, moi, je n'ai pas l'âme d'une militante, je viens en amie. Et il me semble qu'une des choses les plus importantes dans l'amitié, c'est de pouvoir s'engueuler. Donc, plutôt que de vous parler des choses sur lesquelles nous sommes d'accord, j'ai décidé de vous parler de celles sur lesquelles on peut se disputer et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, le thème qu'on a choisi, c'était, que j'ai proposé, c'était d'être contre le politiquement correct de droite. Voilà. Et pour commencer, je vais risquer une définition du politiquement correct. Alors, je ne prends pas grand risque puisque je l'emprunte à Alain Finkielkraut, qui dit que le politiquement correct, ça consiste à ne pas voir ce qu'on voit. Vous avez reconnu derrière la formule de Peggy. Il est important de dire ce qu'on voit et il est encore plus important de voir ce qu'on voit. Alors évidemment, nous sommes habitués, je m'inclus tout à fait là-dedans, à une vision... à une vision rassurante du monde, le politiquement correct, la pensée unique, la bien-pensance, c'est les autres, c'est la gauche, c'est eux, le courage intellectuel, les vérités dérangeantes, la lucidité, c'est nous. À ma gauche, les mensonges, à ma droite, la vérité, et les ânes sont bien gardés. Et bien entendu, si vous voulez, des bienfaits de l'immigration au niveau qui monte à l'école, en passant par toutes sortes d'autres sornettes, si vous voulez, aujourd'hui, si vous voulez, le politiquement correct, il est plutôt effectivement du côté de la gauche, qu'on appelle aujourd'hui le camp du progrès. Pourquoi? Eh bien, parce que l'hégémonie culturelle, l'entre-soi, le remplacement de la politique par la morale, eh bien voilà ce que ça crée, la certitude d'avoir raison, la disqualification des contradicteurs, le manichéisme. Seulement, personne n'est immunisé et les mêmes causes risquent bien sûr de produire les mêmes effets. Alors, ne nous inquiétons pas, la gauche est minoritaire, mais elle conserve encore largement cette hégémonie culturelle. Mais cela dit, je crois qu'il faut quand même arrêter de faire comme si rien n'avait changé. Moi, je me rappelle, il y a 15 ans, sur les plateaux, j'étais la facho de service. Et aujourd'hui, je suis quasiment mainstream. C'est presque déprimant. Alors, bien sûr, hein, il y a encore des forteresses médiatiques inexpugnables, en particulier les chaînes du service public. Mais bon, il y a beaucoup de nos idées ou des constats que nous partageons qui ont largement droit de citer dans les grands médias. Et... Ah. Pardon. France Inter, je n'avais pas prévu le vent. France Inter ne résume plus l'esprit du temps. Alors, je reviens à ma définition, hein, que le politiquement correct, c'est ne pas voir ce qu'on voit, parce que ce qu'on voit, c'est rarement noir ou blanc. Hein. Je crois qu'il faut plaider pour la nuance, pour la complexité, et je crains effectivement de voir apparaître un conformisme de l'anticonformisme, l'idée qu'ils ont forcément tort et que nous avons forcément raison. Or, je crois vraiment que le contre-pied... Vous n'auriez pas un caillou? Non, avec des... Merci. Le contre-pied, ce n'est pas une pensée. Et je voudrais vous donner quelques exemples. Quand Stanislas m'arrêtera, je m'arrêterai. Et je vais commencer par une question qui me tient à cœur, qui est celle des mœurs. Et je vous avoue, je suis tombée à la renverse en apprenant que 2 militants de Reconquête avaient été virés. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient du porno amateur. Alors là, les bras m'en sont tombés. Je dois vous dire, j'ignorais qu'il était interdit de faire du porno amateur, entre adultes consentants, bien sûr. Ce petit goût d'ordre moral, je l'avoue, me fiche plutôt les jetons. Alors, je sais que dans la famille conservatrice et dans la famille de Reconquête, il y a beaucoup de catholiques, et ça c'est très bien, moi aussi, j'ai des amis catholiques, si je puis dire, mais moi je suis quand même très très attachée à la liberté de mœurs, et je vais plus loin d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec Éric Zemmour quand il dénonce le lobby transgenre à l'école, mais même si je ne le comprends pas, j'avoue, je vois bien qu'il y a des gens, des adultes encore, pour qui... Si vous voulez, cette affaire de genre est vraiment peut-être mystérieuse, mais qui ont subi comme une erreur d'aiguillage, tout simplement parce que j'en ai rencontré des personnes comme ça, et je n'ai pas envie qu'on les enquiquine. Ce que je conteste, c'est que ça devienne le support d'une identité politique. Je vous dis ça juste pour
bien faire comprendre la différence. Quand je parle des mœurs, je parle de la liberté des individus adultes de vivre leur vie comme ils l'entendent. Et de la même façon, si vous voulez, l'apologie de la famille traditionnelle, dépeinte comme un Éden d'équilibre et d'harmonie, me semble être totalement à côté de la plaque du point de vue de la réalité. Je ne sais plus dans quel livre François Mauriac parle d'une femme qui est enfermée dans une famille comme derrière les barreaux d'une prison. Et je n'oublie pas ni Balzac ni Bergman. Il suffit d'avoir lu quelques romans pour savoir que la famille, ça n'est pas seulement cette chose merveilleuse qu'on voit dans les séries américaines. C'est aussi un facteur de névrose, d'enfermement et de toutes sortes de choses. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut jeter les familles. Ça veut dire qu'il faut... Merci. J'ai obtenu un caillou. Voilà. Ça veut dire qu'il ne faut pas en avoir une vision idyllique et s'énerver dès que quelqu'un, si vous voulez, peut émettre des critiques ou des réserves. Et de ce point de vue-là, par exemple, le slogan de la Manif pour tous, je n'aimais pas du tout la façon dont on a traité les gens de la Manif pour tous comme s'ils étaient vraiment des résidus de l'histoire et des gens qui n'avaient pas le droit de manifester. Mais j'avoue que leur slogan, un papa et une maman, il n'y a pas mieux pour les enfants, me paraissait tout à fait gnangnan et à côté de la plaque. Parce que je fais la distinction, attention, entre ce que j'appelle la fabrication et l'élevage. Je pense que du point de vue de la filiation, dire qu'un enfant a 2 pères ou 2 mères est juste une absurdité. Ça consiste à ne pas voir le réel. En revanche, on voit bien autour de nous qu'il y a des familles tout à fait, que vous diriez normales, qui sont très néfastes à leurs rejetons et que des enfants peuvent être élevés dans toutes sortes de conditions. Ça ne me semble pas être une règle d'or. De même que ça me paraît assez compliqué de dire que le couple pour la vie aujourd'hui, c'est l'alpha et l'oméga de l'existence. Évidemment, vous avez parfaitement le droit de le vouloir et de le vivre, et tant mieux pour vous. Mais si vous voulez en faire une sorte de norme, me paraît, là aussi, c'est ça que j'appelle un peu le politiquement correct de droite. Voilà. Alors, sur cette question des mœurs, moi, je le répète, je pense qu'il ne faut pas tout jeter. Je me rappelle, à la Convention de la droite, j'avais dû parler, j'avais défendu 68, en quelque sorte, de ce point de vue-là. Je ne défends pas, évidemment, tout l'héritage de 68, mais je n'ai aucune espèce de nostalgie, si vous voulez, pour un temps où on était, du point de vue des mœurs, extrêmement rigide et où on se mêlait de tout. Voilà, je suis pour la liberté des individus et je comprends très bien que ça puisse vous choquer, mais je vous invite simplement à pouvoir entendre ces choses-là, même si elles vous choquent. Alors, il y a un autre sujet sur lequel je pense que je vais vous faire encore moins plaisir, c'est l'Ukraine. Parce que, évidemment, nous le savons tous, il y a une propagande. Moi, je l'ai vu pendant la guerre en Yougoslavie. Vous connaissez le livre qui s'appelle The First Casualty. Dès qu'il y a une guerre, la première victime, c'est la vérité. Et les guerres contemporaines échappent encore moins à cela, tout simplement parce que la machine médiatique se met en branle avec les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, effectivement, on a un ronron médiatique qui nous dit que d'un côté, on n'a que des gentils Ukrainiens qui ne seraient que victimes du méchant Poutine. Mais ce que j'entends très souvent dans votre camp, en quelque sorte, dans le camp de la droite patriote, c'est exactement l'inverse. C'est le contre-pied. C'est-à-dire que tout le mal vient des Américains et Poutine est en quelque sorte presque une victime. Eh bien, moi, je pense qu'on doit pouvoir tenir plusieurs bouts de la chaîne. On a le droit de dire que les Américains ont des responsabilités, évidemment, avec d'ailleurs cette précision qu'ils défendent leurs intérêts, bien ou mal, c'est une autre question, et que malgré tout, la Russie a envahi un État souverain et que ça n'était pas une bonne idée. Qu'il y ait de la propagande, ça ne devrait pas, me semble-t-il, nous empêcher de voir plusieurs choses. Par exemple, que Vladimir Poutine a quand même réussi à créer ou à cimenter ou à solidifier un sentiment national ukrainien qui n'existait pas avant, sans doute, mais maintenant il existe. Et par ailleurs, au lieu d'invoquer le général de Gaulle à tout bout de champ en nous expliquant qu'il aurait dit ceci et fait cela, on devrait aussi peut-être se demander
ça nous amènerait peut-être à des positions plus nuancées. Pourquoi les Tchèques, les Polonais et beaucoup d'autres se sont jetés dans les bras de l'OTAN, si vous voulez. Parce que s'ils se sont jetés dans les bras de l'OTAN, c'est peut-être qu'ils avaient un assez mauvais souvenir de l'amitié russe. Voilà. Et si ça se trouve, pour tous ces peuples qui ont aussi le droit d'exister, la domination russe est plus, comment dire, douloureuse que la domination américaine. Je ne sais plus qui disait, les Américains, c'est super comme maître, ils sont riches et ils sont loin. Alors moi, je préfère que nous n'ayons pas de maître, mais cette idée, si vous voulez, que tout le mal viendrait de l'Amérique, me paraît d'autant plus devoir être combattu que je pense que la plupart des gens qui sont ici, qui ont l'habitude de s'exprimer librement, même si je vous le concède, il y a certainement des questions à revoir sur la liberté d'expression dans notre pays, mais enfin, je pense que la plupart des gens qui se trouvent dans cette sympathique assemblée accepteraient plus volontiers de vivre dans l'enfer américain que dans le paradis russe. Voilà. Et je ne crois pas qu'il faille sacrifier les droits de l'homme à cause du droit de l'hommisme, et je ne crois pas surtout que la question des libertés doivent être jetées au panier au nom de raisons géopolitiques. Elle me semble au contraire, elle me semble d'abord très importante. Et puisque vous êtes pour la souveraineté, pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, bah oui, il faut demander à ces peuples aussi ce qu'ils veulent. Je veux dire, donc, moi, si vous voulez, et moi, j'adore le monde russe, j'adore la littérature russe, si vous voulez, mais je ne suis pas sûr que vivre aujourd'hui dans un pays où on ne peut pas exprimer librement ses critiques me satisferait pleinement. Voilà, alors ça c'est... Et le dernier exemple, pour vous énerver encore plus, c'est, je voulais revenir sur les questions du Covid. Alors par exemple, ça, je me dispute beaucoup avec mon ami Yvan Rioufol là-dessus, puisque je vous ai dit qu'un des marqueurs de l'amitié, c'était de pouvoir s'engueuler avec ses amis et de rester amis quand même. Et d'ailleurs, je vous annonce par ailleurs, j'en suis très contente, que Yvan pourra venir écrire toutes ces choses qui nous séparent dans Causeur, puisque à partir du mois prochain, il tiendra son bloc-notes dans Causeur. Donc, mais je reviens à cette question du Covid. Moi, par exemple, j'étais très critique sur la politique infantilisante du gouvernement, sauf que il y a une chose qui me frappe, c'est que cette politique, elle n'a pas été seulement voulue par des gens méchants qui veulent nous enfermer, qui veulent profiter du Covid pour nous asservir. La réalité, et ça on pourrait s'interroger là-dessus, c'est qu'elle a été demandée par la société. Il y a une demande, si vous voulez, et ça me paraît toujours paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a une demande de protection absolument, comment dire, sans cesse croissante. On veut absolument que l'État nous protège contre tous les risques, mais en même temps, on est furieux quand il attente à nos libertés. Ben oui, faut savoir. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, je trouve, on a raison de critiquer les gouvernants. Je veux dire, il y a de multiples raisons de le faire, mais je pense que on oublie très souvent de critiquer les gouvernés. Et là encore, il n'y a pas d'un côté des peuples merveilleux parés de toutes les vertus et des salauds qui nous gouvernent et qui veulent nous asservir. L'asservissement, il a été largement demandé. Donc ce terme de dictature, pour une politique que je trouvais d'ailleurs très souvent détestable, par exemple, moi, quand on m'a demandé de mettre des masques dans la rue, je dis ah non, moi je ne peux pas respecter une loi que je trouve débile. Donc, je ne l'ai jamais mis et ça me paraissait effectivement très infantilisant. Mais d'un autre côté, je crois qu'il faut aussi raison garder et que ça a été, en quelque sorte, il y a eu un consensus dans la société. Alors, on peut dire qu'on avait raison contre les autres, que nous, on savait mieux que les autres, mais ça, je ne le crois pas. Moi, j'ai moi-même déploré ce consensus, mais en tous les cas, je récuse complètement ce terme de dictature sanitaire. Et d'ailleurs, dans la foulée de ce que je vous dis, moi, j'ai beaucoup d'estime pour Didier Raoult, par exemple. Et d'ailleurs, dans le prochain numéro de Causeur, il nous a donné un article très intéressant sur l'état de la médecine. Mais
en faire une sorte de martyr parce que l'establishment ne l'aime pas. Donc c'est toujours ça, c'est le contre-pied. Puisque l'establishment ne l'aime pas, c'est qu'il est génial. Tout ce qu'il dit est parole d'évangile. Et tous ceux qui le critiquent, c'est des bien-pensants, des salauds, etc. Ça me semble pas nous aider à réfléchir. Et je pense que notre boulot, c'est quand même aussi de réfléchir. Voilà. Alors, finalement, vous allez avoir beaucoup plus de temps que prévu pour m'engueuler parce que j'avais peur d'être trop longue. Mais non, mais je voulais quand même vous rappeler ça pour vous dire, c'est pas parce qu'on est minoritaire, qu'on est détesté par les médias, qu'on se fait défoncer sur France Inter. Bon, ça, si, c'est la Légion d'honneur un peu. Mais bon, c'est pas pour ça, évidemment, qu'on a tort, mais ça ne suffit pas pour avoir raison. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle. Nous n'avons pas gagné, contrairement à ce qu'on disait il y a quelques mois, quelques années, ça fait un moment qu'on entend ça, on dit « Ah, ça y est, la droite a gagné la bataille des idées ». Je dis la droite au sens large, je ne veux pas rentrer dans ces distinctions maintenant. Et donc, dans un sens, c'est une excellente nouvelle, hein, c'est vrai. Alors, évidemment, bon, vous l'avez vu, parce que bien malgré en dépit de ce sentiment que nous avions effectivement, que les choses avaient complètement basculé, que l'hégémonie culturelle avait changé de camp, Emmanuel Macron a été réélu, son ministre de l'Éducation nationale s'appelle Pap Ndiaye, il y aura maintenant des ambassadeurs LGBT et tout ça nommés par le Premier ministre, donc effectivement, je crois que cette bataille est loin d'être gagnée. Alors c'est peut-être une mauvaise nouvelle, évidemment, pour le pays, ça j'en sais rien, mais c'est quand même une bonne nouvelle pour vous, pour le travail que vous avez à faire, parce que j'espère que ça va vous prémunir contre la tentation de la bonne conscience, contre la tentation de croire que ça y est, nous avons raison sur tout. Alors de grâce, ne devenez pas comme eux, confis dans vos certitudes, parce que l'entre-soi, la bonne conscience, ça produit toujours la même chose et ça n'est pas bon et ça produit de l'abêtissement. Regardez l'état intellectuel d'une très grande partie de la gauche. Alors donc, oui, continuez à frotter votre cervelle contre celle des autres et surtout à réfléchir. Voilà. Et maintenant, je vous écoute. Ah oh non, là, allez-y. Moi, je voudrais revenir sur le sujet des mœurs. J'ai beaucoup de choses à dire, mais sur le sujet des mœurs, est-ce que finalement défendre la famille, c'est pas plutôt que du politiquement correct de droite, tout simplement être de droite? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est finalement, est-ce que vous ne défendez pas une vision de la gauche qui est complètement, vous définissez la révolution de mai 68, mais vous décidez de l'arrêter à un moment, sauf que le mouvement continue et on va de plus en plus dans la dissolution des choses. Et donc, plutôt que faire une défense morale de la famille en disant que c'est merveilleux, est-ce qu'il ne s'agirait pas de la défendre comme un moyen pour les enfants d'être élevés dans un cadre où ils ne vont pas tomber dans la délinquance, ce qui est le cas très largement des familles monoparentales. C'est en proportion, c'est évident. C'est aussi en termes de dépression, de difficultés, être dans une famille monoparentale, c'est beaucoup plus difficile en proportion. Et est-ce que, par souci justement de refaire des Français et de recréer un ordre face à la déliquescence de la société française, défendre la famille, ce ne serait pas quelque chose de social, si j'ose dire même scientifique. Voilà. Alors, d'abord, à ma connaissance, les gens ne se marient pas et ne fondent pas des familles pour simplement refaire des Français. Je ne crois pas ça de l'expérience qu'on en a autour. Ils se marient aussi, les gens sont aussi des individus, hein, avec des aspirations individuelles. Et je pense que vous avez raison sur la question des familles monoparentales, parce que ces familles monoparentales, elles sont, si vous voulez, c'est pas en tant que telles, parce qu'elles sont monoparentales, c'est parce qu'elles cumulent toutes sortes de choses, de fossés culturels ou tout simplement dénuement culturel total, social. Enfin bon, vous voyez bien ce que je veux dire. Mais vous savez, un jour, le début de votre question me fait penser à une discussion que j'ai eue un jour avec Éric Zemmour, parce que je lui disais toujours, c'est génial, quand je parle avec toi du féminisme, j'ai l'impression d'être de gauche. Et comme la gauche, c'est le camp du bien, tout d'un coup, je me sens revenir dans l'humanité. Et je lui dis, si je te comprends bien, en somme,
on donne le droit de vote aux femmes et à l'arrivée, on aboutit à MeToo. Alors Eric, qui n'est jamais à court d'une provocation, me dit oui, oui, c'est ça. Bon, je ne crois pas qu'il le pense exactement dans ces termes, ni qu'il voudrait enlever le droit de vote aux femmes. Je sais même que ce n'est pas le cas, donc je précise que c'est une boutade. Mais il y avait cette idée, tu tires le fil de la liberté et puis après tout fout le camp. Eh bien, ce que je lui ai répondu, eh bien si c'est comme ça, je prends MeToo. Voilà, je suis désolé, mais moi, je crois quand même que cette question de la liberté des individus, elle ne peut pas être bradée simplement sur l'autel de valeurs collectives. Si vous voulez, si pour refaire la France, il faut revenir, si vous voulez, à un monde totalement hiérarchisé, totalement rigide du point de vue des mœurs, c'est tant pis, on la refera sans moi. Donc après, par ailleurs, je ne le crois pas. Par ailleurs, quand je vous disais, je ne dis pas qu'il faut en finir avec la famille. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il fallait pas avoir une vision trop irénique de la famille, parce que nous connaissons tous des familles tout à fait bien propres sur elles, tout à fait, comment dire, normées, hétéronormés, comme on dirait maintenant, si vous voulez, qui sont aussi des lieux de névrose, qui sont aussi des lieux non, où les enfants ne sont pas forcément bien élevés. Et si vous voulez, je ne dis pas la délinquance, elle répond à beaucoup de facteurs, si vous voulez, donc évidemment que les familles monoparentales, les dames africaines qui élèvent leurs mômes tout seuls, fait avec des mômes venus de plein de pères ou dans des... D'ailleurs, pas que des familles issues de l'immigration, ça existe aussi, si vous voulez, dans la France périphérique, ça existe aussi, parce que Marcel Gauchet m'a fait remarquer un jour qu'il y a, finalement, ça arrive que pour des femmes qui n'ont pas eu d'éducation, qui sont, je veux dire, dans le fond, ça devient un statut social d'être mère. Donc, je ne dis pas du tout que ça ne pose pas de problème, je vous dis simplement qu'il faut faire attention quand on fait l'apologie de la famille et qu'on m'explique que la famille, comme ça, en tant que telle, c'est génial. Ben non, il y a des familles, je vous dis, vous avez déjà vu un film de Bergman. Mais c'est pas seulement un système, c'est pas seulement une institution, si vous voulez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez obliger les gens... Quelle est votre proposition après en termes politiques? Vous allez dire aux gens, maintenant, vous vous mariez, vous divorcez pas, c'est comme ça, parce que c'est pour le bien de la France. Je crois, malgré tout, que même à droite, et même dans la droite patriote ou nationale, si vous voulez, les gens, l'individualisme a progressé, c'est un bien ou c'est un mal, c'est comme ça. Il faut aussi prendre la société telle qu'elle est. D'ailleurs, c'est une des discussions que j'avais eues avec Éric Zemmour sur les prénoms, en lui disant que je comprenais bien ce qu'il disait. Pour moi, les prénoms, c'est plutôt un symptôme. Mais que la réalité, c'est qu'il y a très peu de gens aujourd'hui qui sont prêts à accepter que l'État se mêle du prénom de leurs enfants. Vous pouvez trouver que c'est pas bien et que ce serait super de revenir au temps de Napoléon, mais ça ne va pas se produire. Donc je crois... Si vous voulez, en tous les cas, moi, en ce qui concerne la famille, après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais je crois, par exemple, qu'il faut se bagarrer plutôt sur la filiation que sur le mariage. Si vous voulez moi, ce que je trouvais absurde dans le mariage gay, c'était de vouloir ressusciter une institution qui était plutôt essoufflé. Mais après tout, comme je le disais, si vous voulez la pièce montée d'Arty le samedi après-midi, on ne va pas vous en empêcher. En revanche, je crois qu'il faut se battre sur la filiation. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de mon exemple des militants qui font du porno. Ça, j'aimerais bien savoir ce que vous me répondez là-dessus. Oui, j'ai entendu dans les tentes, là, quelques trucs. Si vous voulez, quand je... Pardon, mais on poursuivra cette discussion. Mais moi, ce petit goût d'ordre moral, je vous assure que ça me fait peur et je pense que ça éloigne des gens en plus. Alors justement, la protagoniste sur la question, du coup. Sur le porno Non, mais... Tu vas te faire casser la gueule. Ah non, Stanislas, ces questions sont libres. Hein. Non, alors, donc moi j'ai deux questions. Non mais attends, c'est bon, je suis pas encore aveugle. La première, c'est sur la nuance qu'il faut avoir dans le... Vous avez dit qu'il fallait rester dans la nuance et dans la complexité. Je suis d'accord, mais est-ce que le fait de rester dans la nuance, dans la réflexion, ne peut pas vous dispenser d'une certaine façon d'être dans la nuance, dans ce que vous défendez? Je m'explique. Si vous avez
Si vous êtes capable d'expliquer pourquoi, selon vous, le couple hétérosexuel est le meilleur pour les enfants, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des couples hétérosexuels mauvais pour les enfants ou des couples hétérosexuels qui font de leur mieux pour les enfants, mais ce n'est pas la question. Mais si vous êtes capable d'expliquer pourquoi psychologiquement c'est mieux pour plein de raisons, est-ce que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas défendre le couple hétérosexuel et le défendre de toutes vos forces? Oui, non, mais alors, non, mais d'abord, la première chose que je répondrai, c'est qu'il faut que vous défendiez ce à quoi vous croyez. Ce que je vous invite à faire, c'est simplement être capable d'entendre la contradiction sans penser que vous avez affaire à des salopards qui veulent tout brader. Je ne dis pas que vous devez changer d'opinion, je dis juste d'avoir en tête, si vous voulez, d'être un peu... De pouvoir prendre un peu de distance avec votre propre opinion pour écouter une opinion qui ne serait pas la vôtre. Et donc, de ne pas traiter celui qui ne pense pas comme vous, si vous voulez, comme si vraiment il n'y avait plus rien à en tirer et qu'on ne pouvait pas l'écouter. Après, je ne dis pas que vous devez en changer. Vous me dites que vous êtes capable de l'expliquer. Certes, je ne crois pas que vous soyez capable de le démontrer parce que les choses humaines ne relèvent pas simplement d'une démonstration scientifique. Si vous voulez, donc... j'entendrai vos arguments avec plaisir et j'en sais certainement qu'un certain nombre me convaincront, d'autres pas. La seule chose que je vous dis, c'est qu'il faut être capable de se laisser ébranler par la pensée, les opinions de ses adversaires. Voilà. Mais je ne vous dis pas du tout, pardon si j'ai pu sembler le faire, que vous devez changer d'opinion et être tout le temps, si vous voulez, dans le ni ça ni ça. Je dis juste d'entendre, parce que quand on est militant, on a quand même, c'est aussi le boulot qui veut ça. Si vous voulez, quand on est militant, effectivement, je veux dire, très souvent, on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer ses positions, et on y va au Karcher, ce que je comprends très bien. Mais je vous dis juste, dans votre vie intellectuelle, dans votre vie, d'être aussi capable de vous écarter de vos certitudes. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, vous n'allez pas les avoir. Hein. Je ne veux pas, je ne veux absolument pas faire une révolution ici. C'est super parce que ça m'amène à ma deuxième question, plus sur le politiquement correct. Est-ce que vous pensez que le politiquement correct de droite dont vous avez parlé a la puissance et la diffusion du politiquement correct de gauche? Ah non. Voilà, parce qu'on sait bien que certains militants mes chers amis, vont là-dedans. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas? Voilà, non, je dis non. Alors non, ça je l'ai dit. J'ai dit que évidemment, aujourd'hui encore, si vous voulez, dans l'état actuel des rapports de force idéologiques, c'est clair que le politiquement correct, c'est toutes les. Je vous en ai cité quelques-unes. Par exemple, quand on me dit que le niveau monte à l'école, ce qui est évidemment ce que ça me chagrine même de devoir démontrer que c'est faux. Tellement c'est une évidence à peu près pour quiconque regarde les choses de façon honnête. Donc bien sûr qu'aujourd'hui il est de gauche, je pointe juste quelques tendances, c'est-à-dire de dire peut-être qu'un jour vous serez majoritaire, gagnant, au pouvoir, certainement même. Et je vous invite à ne pas refaire la même chose parce que je crois vraiment, je vous rappelle quand même que la gauche a été, si vous voulez, un lieu de fermentation intellectuelle tout à fait important. C'est pas du tout. Il y a eu beaucoup de penseurs qui sont nés là, qui ont apporté beaucoup de choses au débat, et que de devenir ce que Philippe Muret appelait le camp du bien, l'empire du bien, l'a complètement stérilisé. Si vous voulez, l'entre-soi et la certitude, ça rend con. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Mais effectivement, c'est pour ça que j'ai fini par une bonne nouvelle en disant que on était très loin aujourd'hui de cette situation où vous auriez gagné la bataille. Pour l'instant, ce sont des petites tendances que je vois et sur lesquelles je vous alerte. Non, ils ne sont pas du tout à égalité, c'est vrai. Petite question. Alors, du coup, je suis d'accord, l'entre-soi, la certitude, ça mène à la connerie. On le voit, on a l'exemple avec la gauche, mais est-ce qu'on n'a pas un petit peu le même problème? Comme vous, j'ai cette tendance à dire, laissez les gens faire, ils sont libres, ils sont adultes, ils prennent leurs décisions, ils en souffrent les conséquences. Mais après, au niveau de la société, vous en parliez avec le covidisme, les gens libres et responsables, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le contrôle de l'État. Ils veulent qu'on leur empêche d'aller dans la rue sans un masque, ils veulent qu'on ferme les restos, c'est ce qu'ils ont voulu. Oui. Et alors on fait quoi? On défend la liberté même si ça mène à ça?
Alors donc, qu'est-ce que vous suggérez? D'abolir la démocratie et de décider que, comme on est plus intelligent que les autres, c'est nous qui allons décider pour tout le monde? Je ne prétends pas. Ah, bah voilà. Non mais, Vous avez j'entends l'air bien d'avoir qu'il y a une aporie, j'entends bien qu'il y a un paradoxe, mais si les gens veulent librement être enfermés, malheureusement, je n'y peux rien. Et si moi, je ne fais pas de politique, mais si vous en faites, vous êtes obligés, et encore une fois, c'est une des critiques ou des reproches amicaux que je faisais à Éric Zemmour, c'est qu'il faut prendre la société telle qu'elle est. Quand vous allez faire de la politique, si vous voulez, vous n'allez pas pouvoir changer le peuple. Donc, effectivement, alors après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez défendre votre point de vue le plus possible. À mon avis, plus vous y mettez d'humour, plus vous serez efficace. Mais moi, j'ai été absolument désolé de voir que les gens redemandaient. Alors bon, ils ont redemandé aussi parce qu'ils étaient payés. Hein. Je veux dire, si on leur avait imposé les mêmes contraintes en leur disant ah ben maintenant pour vous démerder pour manger, pour faire manger vos enfants, je pense que ça aurait pas été tout à fait le même discours. Mais moi je le constate, si vous voulez, ça je dis pas que je le constate et je m'en désole. J'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de révolte, pas contre toutes les mesures, elles n'étaient pas toutes stupides. Par exemple, quand on nous a demandé de mettre des masques dans le métro, je comprends bien l'utilité des masques dans le métro. Moi, ça m'emmerde, mais je le fais. Si vous voulez, c'est le jour où vraiment, quand on m'a dit qu'il faut mettre un masque dans la rue, alors que tous les médecins, là, il y avait unanimité, disaient ça ne sert à rien. Et alors ils disaient, ah oui, c'était... Et en plus, ils disaient, ils nous prennent vraiment pour des cons, ils disaient, c'était parce que, vous comprenez, dedans, dehors, c'est compliqué. Donc j'attendais que le gouvernement m'appelle chaque matin pour me dire d'enlever mon pyjama et de m'habiller. Donc, et effectivement, là, si vous voulez, j'ai envie de dire, bon, on va quand même pas non plus tout accepter, mais... Malheureusement, je crois que, voilà, soit on sort de la démocratie et vous trouvez un moyen de sélectionner les meilleurs qui soient... Comment? Je prétends pas ça, j'appelle non, pas mais, ça. Non, mais je sais bien que vous prétendez. Mais soit vous êtes obligé de faire avec. Et après, après c'est votre force de conviction. Après, c'est la bataille des idées. Justement... on parlait de collectivisme et ainsi de suite, de ne pas vouloir imposer le mariage comme norme universelle. Mais pour éviter l'écueil que j'ai soulevé devant vous, qui est que si on laisse la liberté faire, on arrive à des résultats qui sont des fois un peu débiles. Il faut peut-être, en tant que militant politique, porter un message de civilisation, dire voilà, ça, ce sont les idéaux qu'on défend, ça, c'est ce vers quoi on veut aller. Après, les gens sont libres, c'est le principe. Mais bien sûr, non mais... Je vous ai un peu taquiné sur cette affaire. Ouais. D'abord, il ne s'agit pas personne, même vous, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il allait obliger tout le monde à se marier, si vous voulez. Et même, d'ailleurs, ça me fait toujours rire l'histoire du droit à une vie familiale normale, parce qu'à ce moment-là, l'État devrait fournir un conjoint à toute personne qui n'en a pas, et des enfants d'ailleurs, après tout, puisque c'est une vie familiale normale. Donc, je ne dis pas que vous ne devez pas défendre cela. Je dis, et je ne dis pas qu'on doit, si vous voulez, entre eux, je dis qu'il y a une famille telle quelle, que c'est comme ça, et je peux me marier avec ma lampe de bureau, il me semble on peut discuter, si vous voulez. Et donc, je ne dis pas que vous ne pouvez pas le défendre comme un idéal. Je dis qu'il ne faut pas regarder forcément de travers ou comme des gens qui sont, si vous voulez, je ne veux pas que les gens qui étaient à la manif pour tous regardent les gens qui ne sont pas d'accord avec eux comme eux, on les a regardés. Moi, je me suis beaucoup insurgé contre ça. Je n'étais pas d'accord avec tous les mots d'ordre de la manif pour tous, mais le mépris dont ils ont été l'objet m'a semblé vraiment terrifiant. Et je pense que ce serait une très mauvaise affaire, en fait, de vouer à des gens, je ne vous parle pas des militants, je vous parle simplement des gens, de leur vouer le même mépris que celui dont vous pouvez être l'objet. C'est tout, je dis juste qu'on peut pouvoir entendre un autre son de cloche sans penser qu'on ne fait pas partie de la même humanité. Maintenant, évidemment que vous ayez envie de défendre la famille comme institution, parce que c'est ça dont il s'agit, c'est pas la famille... comme réalité matérielle, si vous voulez, ou comme réalité individuelle. Ça, je le comprends très bien. Mais je dis simplement qu'il ne faut pas
on n'est pas obligé d'en avoir une vision irénique, parce que cette vision, je vous assure, ça me frappe beaucoup dans les séries américaines. La famille, c'est toujours ça, c'est toujours merveilleux. C'est d'ailleurs qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle, c'est toujours un havre d'harmonie, c'est super, les enfants vont bien, tout est bien. Bon, mais sauf que c'est pas le réel. Donc voilà, je dis juste que il faut aussi accepter. Si vous voulez, de voir le réel. Et sur la famille, ça m'avait beaucoup frappé parce que vous êtes des gens qui lisent et vous avez lu quand même beaucoup de romans. Quand on lit Balzac, si vous voulez, on ne peut pas sortir de la lecture de Balzac en se disant que la famille, c'est toujours merveilleux. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, voilà, c'est tout. Maintenant, que vous le défendiez comme institution, ça, je le comprends très bien. Mais c'est pas incompatible, vous savez, quand il y avait la bataille sur la... C'est pas incompatible avec la liberté des mœurs. Quand il y avait la bataille sur la prostitution, moi je suis totalement contre l'interdiction de la prostitution. Et j'avais dit à une de mes contradictrices, j'avais dit, mais en plus, vous devriez être content que la prostitution, ça a sauvé le mariage. Mais ce qui est parfaitement vrai. Je veux dire, là encore une fois, relisez Balzac. Donc voilà, mais c'est vraiment, moi, c'est vraiment sur la liberté des mœurs. C'est-à-dire que, bon, entre adultes consentants, je me fous de ce que les gens font, avec qui ils couchent ou pas. Et c'est pour ça que sur les trans, je vous ai donné un exemple. Pour moi, c'est très mystérieux, mais je constate que ça existe réellement. En revanche, là où je suis totalement d'accord avec vous, avec Eric, c'est la bataille de l'école. C'est-à-dire la propagande trans à l'école, avec d'ailleurs ces phénomènes de politiquement correct que je vous ai décrits, c'est-à-dire que toute voix dissidente est immédiatement disqualifiée, vous êtes transphobe et ceci et cela. Je veux dire, ça me semble être une bataille importante à mener. Oui, bonjour, c'est Antoine, je viens de Bonjour. Nantes, de chez les gauchistes, à Nantes. Ah oui? Ah oui, c'est vrai C'est d'ailleurs. Il faudra un jour m'expliquer pourquoi Nantes est devenue une ville gauchiste. Mais bon, c'est pas le lieu. Ça mérite un reportage. Ouais. Enfin bon, moi du coup, je voudrais insister sur est-ce que c'est le plus grand point, le plus grand tabou de la droite, surtout de la droite libérale, en quelque sorte, sur le plan économique, c'est que le plus grand tabou politiquement correct de la droite est de refuser de s'attaquer aux dérives de la société de consommation à cause d'une confiance aveugle à l'économie de marché par peur d'être traité de communiste. Oh là, alors ça c'est tout à fait possible. Je dirais, en tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la droite libérale s'est montrée totalement muette sur une chose qui est structurellement beaucoup plus grave, qui est la mondialisation, parce que tout ce que nous vivons, la désindustrialisation, etc., me paraît quand même venir de là. Maintenant, moi, sur la lutte contre la société de consommation, si vous voulez, là aussi, je suis assez libéral-libertaire, si on peut dire, parce que je sache, j'aime pas cette idée que les gens, c'est la publicité qui les obligerait à consommer, etc. Je veux dire, on est quand même... Très bien. Alors, on y va. Parce que quand même, on est des êtres libres, si vous voulez, et l'idée que je consomme parce que la publicité m'oblige à consommer et que surtout je ne peux pas lui résister, me tape sur le système. Maintenant, c'est vrai que ce sont des thèmes que la droite, en particulier la mondialisation, a soigneusement laissé de côté. Et ça me paraît... Alors la gauche aussi, d'ailleurs. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui effectivement dans cette situation, c'est que personne n'a voulu, puisque c'était présenté quasiment comme le sens de l'histoire. C'était comme un phénomène naturel. Maintenant, moi, je ne ferai pas de la lutte contre la société de consommation ma priorité, mais peut-être que je me trompe. Hein. Je vous avoue que j'ai peut-être pas assez réfléchi au sujet pour ça.
Parce que finalement, c'est un tabou presque aussi important que l'immigration, c'est-à-dire que la droite libérale des LR, disent à la fois on va pas toucher à l'immigration parce qu'on va se faire traiter de facho, et en même temps on va pas on va pas toucher toutes les questions de libéralisation, par exemple sur la souveraineté et de l'encadrement étatiste et dirigiste de l'économie au sens large, parce qu'on va se faire traiter de communiste avec autant de complexes que pour l'immigration finalement. Oui, oui, c'est C'est pour ça tout que- à fait possible, mais d'ailleurs, c'est vrai, parce qu'il y a aussi un petit paradoxe dans ce que vous dites, c'est qu'on nous explique qu'on est dans l'ultralibéralisme, dans un pays où 60% de la dépense, où la dépense publique représente 60% du PIB. Parler d'ultralibéralisme m'a toujours paru assez étrange. Mais je vous avoue que je n'ai pas assez réfléchi à cette question de la société de consommation, qui est, effectivement, c'est pas ça, ça ne me préoccupe pas plus que ça. J'ai peut-être tort d'ailleurs, pour vous donner une réponse satisfaisante. Je peux rallonger sur la bioéthique? Non. On va prendre une dernière question. Hop. Bonjour Madame Lévy. Où qu'est-il ? Je suis là. Ah voilà, merci. Je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit concernant la situation sanitaire. Vous avez dit que les Français ont appelé de leur vœu un petit peu les restrictions de l'État, notamment le fait de porter les masques et ne pas sortir de chez soi. Alors, avec tout le respect que je vous dois, il ne faut pas oublier quand même la propagande médiatique et la manipulation dont ils ont été les victimes, dans des proportions complètement disproportionnées, qui a fini par les terroriser et qui a amené effectivement à demander ce genre de restrictions pour garantir leur sécurité. Parce qu'en fait, ils ont été complètement terrorisés. Et je pense sincèrement que c'est la peur qui a régi leur jugement, enfin qui a altéré leur jugement et qui a fait qu'on est entré dans cette situation de restriction et de folie sanitaire. Bon, alors, les gens avaient peur parce que d'abord, je veux dire, y compris les gens qui nous gouvernaient, ils avaient peur parce que personne ne savait très bien comment prendre ce machin. Et effectivement, dans quelques années, on se dira sans doute qu'on a tous été complètement dingues. Pas que nous, les Français, à peu près tous les pays du monde. Mais au-delà même de cet exemple, si vous voulez, moi, je constate très souvent qu'il y a une demande de protection, je veux dire, sur tous les plans. On veut que l'État nous protège, c'est-à-dire on gueule tout le temps contre l'État qui est là, qui se mêle de ci, qui se mêle de ça, et moi je suis la première. Mais en revanche, on est tout le temps, si vous voulez, en train de se tourner vers l'État, surtout en France. Il y a quand même un rapport assez névrotique, je dirais, à la puissance publique. Donc c'est ça que je voulais pointer, c'est que au-delà, peut-être, vous avez raison, je pense que cette peur était partagée. Et en plus, cette idée, d'ailleurs totalement, qui devrait quand même être discutée, que la santé, c'est notre bien le plus précieux. Mais non, parce que ça sert à quoi d'être en bonne santé si on devient tous cons ? Je veux dire, non mais moi, j'ai toujours été fasciné. Vous savez, les gens s'inquiètent de plus en plus de ce qu'ils mangent. Qu'est-ce que je mets dans l'assiette de mes enfants ? Mais si seulement ils consacraient le 10e de cette inquiétude à ce qu'on met dans la tête de leurs enfants, si vous voulez, ça me... Alors ça m'est personnel, je ne dis pas du tout que la santé, c'est pas important, mais pour moi, la santé, c'est un moyen. Et je ne sais plus quel est, je crois que c'est Édouard Philippe qui avait dit, en gros, l'objectif, le seul objectif, le premier objectif du gouvernement, la priorité absolue du gouvernement, c'est la santé des Français. Ah bon ? Et donc, s'il y a une guerre qui se déclare, je sais pas quoi, donc, non, ce qui compte, c'est qu'on soit en bonne santé. Moi, ça m'a semblé être terrible, c'est-à-dire, ça m'a semblé nous ramener à notre condition purement biologique. Or, on se nourrit de pain, mais pas que. C'est bien d'être en bonne santé, mais à condition d'en faire quelque chose. Donc, là-dessus, ce que je voulais vous dire, c'est que les torts étaient quand même assez partagés, parce qu'au-delà même de la propagande, il y a quand même, en France en particulier, il me semble quelque chose qui mériterait d'être exploré, qui est ce rapport à l'État que je trouve souvent paradoxal et névrotique. Voilà, on veut la liberté, mais sous le parapluie de Maman l'État. Vous savez, Michel Schneider, qui est mort il n'y a pas très longtemps, avait écrit ce livre formidable qui s'appelait Big Mother. Et je trouve que sur bien des plans, nous sommes comme ça.
Voilà, mais maintenant, ici, je vois beaucoup de jeunes, donc j'attends que votre génération change ça. Tiens, un grand merci Elisabeth Lévy.